Si l'on suit les préceptes de la transitologie, la libéralisation des économies communistes aurait dû ébranler ces régimes, les conduisant à une libéralisation politique. Nous avons évoqué en cours ces théories et leurs déboires. Nul besoin ici, alors que la Chine peut en même temps se dire communiste et néolibérale, de revenir sur les espoirs déçus des transitologues. Cette étude de cas vise plutôt à montrer, par une étude très concrète du processus de privatisation de l'économie soviétique, la façon dont celle-ci s'est transformée à l'époque de la perestroïka et de la chute de l'URSS. Cette analyse vise à comprendre un paradoxe apparent. Alors que les structures économiques russes sont bouleversées avec l'introduction de l'entreprise privée et la fin de l'État communiste, ni l'organisation du pouvoir politique, ni les formes de gouvernement sont transformées en profondeur. Je m'appuie ici sur les travaux de Gilles Favarel-Garrigue, politiste spécialisé de la Russie et des questions de criminalité économique en général. Un texte donne plus particulièrement accès à l'histoire de la privatisation de l'économie soviétique. Il s'intitule « Privatisation et changement politique en Russie soviétique et post-soviétique » et a été publié dans le volume collectif dirigé par Béatrice Hibou intitulé « La privatisation des États ». Vous y trouverez d'autres textes très utiles portant sur les transformations d'autres systèmes communistes, en Chine et en Pologne notamment. L'histoire de la privatisation de l'économie soviétique démarre avec la période de réforme connue sous le nom de la perestroïka, impulsée par des réformateurs menés par Mikhaïl Gorbatchev. Un élément important à garder à l'esprit est la contradiction des nouvelles pratiques d'accumulation avec les règles morales du communisme. L'enrichissement privé, longtemps considéré comme synonyme de criminalité, devient soudainement admis, voire souhaitable. Cela provoque une coexistence des règles juridiques et morales qui durera pendant les premières périodes de la privatisation. Le processus de désétatisation de l'économie démarre en 1987-88 avec le décret puis la loi sur les coopératives. Mais la précarité des nouvelles règles et les revirements des dirigeants conduisent à faire de l'aventure coopérative une aventure risquée. Les règles sur les coopératives sont changeantes, ce qui conduit à des relations compliquées avec la police et les autorités fiscales. Celle-ci, de surcroît, voit d'un mauvais œil l'activité économique privée, qui a longtemps fait l'objet d'une répression policière en Union soviétique. Ces facteurs favorisent les individus ayant des capacités de protection et donc d'utilisation de la violence ou encore des moyens de corruption des responsables politiques. Parallèlement, un processus dit de privatisation spontanée démarre à l'intérieur même de l'État. Des entreprises privées commencent à se former à l'intérieur des ministères, des entreprises publiques ou des organes du Parti communiste. Elles sont contrôlées par des membres de la nomenclatura, comme on appelle l'élite communiste au pouvoir. Les avoirs entiers des ministères sont transférés à ces entreprises. En réalité, l'appareil administratif reste le même. À la tête, il n'y a plus un ministre, mais un PDG. Une entreprise comme Gazprom, géant russe du gaz, est le fruit d'une telle histoire. Elle a ses origines dans le ministère soviétique de l'industrie gazière. En 1989, ce ministère est transformé en groupement d'États avec à sa tête l'ancien ministre. Derrière de tels géants, une myriade d'unités d'extraction et d'ateliers d'État suivent le même chemin. Elles accouchent d'une nouvelle classe d'entrepreneurs dont la principale ressource, ce sont les relations fortes à l'intérieur de l'administration. Ceux qui font fortune dans ces années-là sont avant tout ceux qui réussissent à maîtriser les réseaux à l'intérieur de l'État. Trois profils de nouveaux riches émergent alors. Il s'agit soit d'agents d'État, soit d'individus ayant des réseaux personnels, familiaux ou politiques à l'intérieur des entreprises, soit des personnes dotées déjà d'un capital important, ce qui peut leur permettre d'acheter la loyauté d'un réseau. Dans tous les cas, ce mode de fonctionnement favorise la corruption à la fois des activités économiques et des positions administratives. Ces premières étapes du processus de privatisation donnent donc un pouvoir immense à des hauts fonctionnaires,
notamment ceux qui ont accès au secteur de régulation de l'économie. Ils se retrouvent à jouir d'une rente de situation. De surcroît, la privatisation aboutit à une sorte de cercle vicieux. Alors que les justifiée au nom de la lutte contre la corruption, elle augmente les incitations à la corruption. La privatisation s'accélère avec l'arrivée au pouvoir de Boris Yeltsin en janvier 1992. Celui-ci met en œuvre une politique radicale de réforme de l'économie, connue sous le nom de privatisation de masse. L'idée de départ de Yeltsin est de fractionner les avoirs d'État en actions que les citoyens russes pourraient acquérir. À cette fin, chaque citoyen de Russie, mineurs inclus, reçoit un coupon anonyme d'une valeur de 100 000 roubles. Ces coupons peuvent ensuite être échangés contre une part de propriété dans une entreprise. Cette politique est censée incarner le capitalisme populaire que Yeltsin appelle de ses vœux. Or, les résultats ne sont pas à la hauteur de ce discours. Les entreprises sont acquises dans des conditions troubles, utilisant souvent la force, ce qui favorise la place de plus en plus centrale des milieux criminels. Si les employés accèdent à l'actionnariat, ils ne possèdent pas pour autant les capacités de peser sur la prise de décision. De plus, la privatisation est conduite en même temps qu'une thérapie de choc, une politique économique radicale qui provoque la chute du pouvoir d'achat des Russes. Dans ces conditions, beaucoup de gens vendent leurs coupons pour une bouchée de pain. Une dernière étape dans la privatisation est lancée en 1994 et elle est baptisée « privatisation contre espèces ». L'objectif devient de doter les entreprises de managers capables et d'actionnaires solvables. Une grande quantité de ces entreprises, lourdement endettées, tombent alors dans l'escarcelle des banques. D'autres sont vendues aux enchères. L'accès à ces enchères se négocie avec les fonctionnaires, ce qui alimente encore plus le moulin de la corruption. Cela complexifie encore plus les rapports entre acteurs politiques et économiques. Des hommes d'affaires entrent ainsi dans les organes législatifs ou les doumas, aussi bien au niveau fédéral qu'au niveau régional. C'est l'émergence d'une figure largement entrée depuis lors dans la culture populaire, aussi bien en Russie qu'en Occident, celle de l'oligarque russe. Les députés entrepreneurs disposent alors de nouvelles ressources permettant de financer des campagnes politiques en dehors de tout cadre légal. Certains de ces nouveaux venus sont des outsiders de la politique, qui ont fait d'abord carrière dans les milieux criminels avant d'investir une partie de leurs ressources dans l'économie légale. La principale conséquence de cette privatisation massive et extrêmement rapide est le développement de pratiques de corruption à grande échelle et le renchâssement dans le jeu politique. Le financement des campagnes politiques avec des fonds détournés fait partie de ces pratiques. La manne de la corruption alimente également des formes d'autorité infranationales, comme les gouverneurs, et leur permet de s'autonomiser de toute tutelle politique. Celle des assemblées, mais aussi celle du centre, du pouvoir fédéral. On voit alors un phénomène relativement comparable à ce que l'on a déjà étudié dans des cas latino-américains sous le nom d'autoritarisme sous-national. Peut-on pour autant dire que le système politique est transformé, notamment par un retrait de l'État? Certes, l'économie est désétatisée, mais le terrain de jeu reste l'État. Ce sont les positions de pouvoir politique qui ouvrent la porte à des nouvelles formes d'accumulation. Ainsi, pour s'enrichir, il faut peser sur certains éléments de l'appareil d'État. Il est impossible de s'enrichir sans avoir des relations. Ce que l'on trouve est un déplacement des lieux du pouvoir. Ceux-ci sont de moins en moins les espaces officiels, comme à l'époque soviétique, mais bien davantage les lieux officieux, les réseaux souterrains par lesquels transite l'argent détourné et se construisent des fortunes énormes. Il n'y a donc pas de retrait de l'État, juste une informalisation de ces formes d'action. Au bout du compte, la privatisation de l'économie soviétique n'aboutit donc pas à une transformation en profondeur du système politique. Les réseaux, issus des anciennes institutions stratégiques du pouvoir, comme le KGB, se positionnent favorablement dans le nouvel espace politique. Les acteurs centraux de l'ancien régime se recyclent,
dans le nouveau régime, réinvestissant leurs capitaux politiques et bureaucratiques dans les entreprises privatisées et les nouveaux organes élus. La libéralisation politique et économique échoue ainsi à ébranler l'édifice du pouvoir, frustrant tous les espoirs des transitologues et démontrant encore une fois la compatibilité entre l'autoritarisme et l'économie de marché.